Mais je vous propose quand même de démarrer avec la première table ronde pour parler sport et data. On va accueillir du coup nos speakers sur scène s'ils veulent bien monter pendant qu'on les annonce. Julie Calderini et Julien Jalouzet de Decathlon et du Paris Basket. Ils seront sous le micro de Lorelai et Nicolas qui a mis ses baskets pour l'occasion. N'oubliez pas d'allumer les micros. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. C'est un plaisir d'ouvrir ce CRMD après l'introduction de Greg avec une première table ronde sur la data et le sport. Merci à vous deux d'être là, Julie Calderini et Julien Jalouzet. Alors Julie, vous avez passé 10 belles années chez Amazon et vous avez rejoint depuis peu Decathlon au poste de Global CRM et de Membership Marketing Manager. On est ravis de vous avoir avec nous en ce début d'après-midi et on vous souhaite la bienvenue. Merci pour l'invitation. Et Julien, vous êtes passé par le PSG, vous avez dirigé les activités digitales de l'AS Monaco et désormais vous êtes le CMO de Paris Basket. Bienvenue à vous aussi. Merci. Alors pour commencer, avant de rentrer dans le cœur du CRM, Julien, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire du club ? On va pas faire trop long. Combien de personnes ici connaissent le Paris Basketball ? Ok. Combien de personnes sont déjà venues voir un match du Paris Basketball ? Ok, on a un peu de potentiel en ticketing. Combien de personnes peuvent me citer 2 joueurs qui jouent en NBA ? Combien de personnes peuvent me citer 2 joueurs du championnat de France de basket ? 1 versus 50. En fait, tout le problème, c'est ça. Donc le Paris Basketball a été créé en 2018 par 2 actionnaires américains issus du monde de la NBA et qui ont pensé que Paris était le bon endroit pour faire du basket puisque beaucoup de gens pratiquent le basketball. Il y a une grande agglomération plutôt jeune, très orientée là-dessus. C'est pas pour rien que la NBA vient faire ses matchs à Paris. On est aujourd'hui le plus gros marché de la NBA, un des plus gros marchés de la NBA dans le monde. Et il n'y avait pas d'équipe. Donc ils se sont dit on va créer une équipe. Ça, c'est en 2018. Donc, ils ont créé une équipe qui a évolué en 2e division, qui jouait à la Halle Carpentier. La Halle Carpentier, ça ressemble en tout point au gymnase que vous avez connu quand vous étiez au collège et au lycée. Donc, ils se sont dit, on va y aller, et puis on va aller très vite. Et puis, un jour, on sera une grande équipe d'Europe. On va proposer un show un peu différent. Puis, il y a eu le Covid, ce qui a un peu ralenti le sujet aussi. Mais ils n'ont jamais changé de cap. Le cap, c'est une marque d'entertainment. En fait, on ne va pas changer le fait que tout le monde connaisse nos joueurs. Parce que pour que tout le monde connaisse nos joueurs, il faudrait qu'il se passe ce qui se passe par exemple dans le football. C'est-à-dire que les médias en parlent beaucoup, que ça devient un sujet d'actualité, et ça, c'est pas nous qui le contrôlons. Ce qu'on contrôle, c'est l'expérience client. Donc on s'est dit, on va proposer une expérience client tout à fait différente et créer un show d'entertainment. Donc à la Halle Carpentier, en Pro B, il y a Travis Scott qui est venu voir un match. Ce qui est totalement quelque chose d'inattendu. Et dès le premier jour, au premier match du Paris Basketball, il y avait une 40aine de spectateurs. Il y avait déjà il y avait 50 danseurs, 2 DJ, 3 speakers, etc. Donc la volonté des actionnaires, c'était on va créer un produit tout à fait exceptionnel d'entertainment qui va nous emmener très loin. Et du jour 1, on va le faire et on ne va pas l'arrêter. C'est un peu ça l'histoire du Paris Basketball. Fast forward à juin 2025. On a été champion de France. On joue maintenant à l'Adidas Arena. Donc l'Adidas Arena, nouvelle salle créée pour les JO, à Porte de la Chapelle, 8000 personnes. On fait à peu près 7000 personnes de moyenne en remplissage, ce qui est énorme dans le basket français. Et on a battu beaucoup de records la saison dernière, donc on est hyper fiers. Et le plus simple, donc vous voyez quelques images derrière moi, mais je vous invite toutes et tous à venir à l'Adidas Arena, parce qu'en fait je peux en parler beaucoup, mais tous les gens qui viennent sont assez surpris. On a un produit et une expérience qui est vraiment différent de tout ce qui se fait ailleurs, qu'on essaie de positionner comme un des meilleurs shows d'entertainment à Paris, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Merci Julien pour cette belle introduction. Finalement, en fait, on voit qu'en très peu de temps, vous êtes passé du statut de simple club de sport, si j'ose dire grossièrement, à celui de véritable marque. Une jeune marque qui, du coup, est en pleine structuration de son CRM. Et d'un autre côté, on a Decathlon, un géant du sport bien établi. Et justement, on a envie de savoir un petit peu, Julie, chez Decathlon, quels sont vos enjeux CRM ?
Déjà, je vous remercie de ne pas m'avoir posé la question de l'histoire de Decathlon parce que ça aurait été un peu long. Donc, commençons directement par les enjeux CRM, en effet. En tant que responsable CRM marketing global, je suis responsable d'un centre d'expertise sur les enjeux de la relation client et de la fidélisation. Et de par la nature internationale du poste, vraiment, un des enjeux sur lesquels je porte mon attention, ça va être l'harmonisation. L'harmonisation de la donnée, de l'information. On va opérer à l'échelle de 55 pays différents, chacun avec leurs équipes marketing, leurs enjeux spécifiques, leurs priorités. Donc c'est important pour nous de pouvoir, ne serait-ce que parler le même langage, utiliser les mêmes définitions dans le domaine du CRM, utiliser les mêmes KPI pour pouvoir savoir de quoi on parle quand on partage les bonnes pratiques. Il faut savoir qu'en termes d'utilisation de nos outils CRM, on a plus de 500 personnes dans l'entreprise qui peuvent utiliser notre CDP. Donc l'avantage, c'est que c'est un terrain de jeu énorme. Quand on veut tester des choses, quand on veut apprendre, on a un champ d'expérimentation très vaste. Et l'enjeu, justement, c'est de pouvoir harmoniser. Donc, par exemple, un projet qu'on est en train de mener en ce moment, c'est de développer une catégorisation de nos campagnes CRM. Avec pour ambition d'utiliser la même manière, nous, de labelliser nos messages en interne. Donc ça peut avoir l'air assez conceptuel, mais de manière très pragmatique. Ça permettra, par exemple, à notre responsable CRM en Allemagne, s'il décide de créer une nouvelle campagne autour des vélos de seconde vie, d'aller voir dans la base de ce qui a été fait par tous ses homologues dans les 54 autres pays, quelle campagne a été faite, laquelle a été la plus performante, et en fait d'avoir une culture commune de la performance CRM sans devoir tout réinventer à l'échelle de chacun des pays. Donc voilà, ça c'est un des enjeux principaux. Et il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, mais on va commencer par ça. Merci, c'est déjà bien, effectivement. Merci Julie. Et vous Julien, alors le rôle de la data dans votre activité, ça ressemble à quoi ? Alors nous, on n'a pas 55 experts en CRM, on a un alternant, parce qu'on est tout jeune. Non, nous, on a vraiment un sujet sur la data et la connaissance. Donc le cœur du réacteur, pour nous, c'est la billetterie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Comme vous le savez, donc il y a plusieurs postes de revenus dans le sport. La billetterie, le merchandising, le sponsoring. Pour vous faire une idée, là, donc la billetterie, c'est la moitié des revenus du Paris Basketball. Dans d'autres sports, il y a d'autres postes de revenus comme les transferts et les droits TV. Mais nous, on n'a pas ça. Donc on se bat sur la billetterie. On n'est pas propriétaire de l'Arena. L'Arena est exploitée par une société qui s'appelle Paris Entertainment Company. Ce qui veut dire que ce n'est pas nous qui commercialisons les billets. Donc en fait, l'année dernière, on a fait 43 matchs à domicile, fois 7000 personnes, qui sont des gens qu'on ne connaît pas nécessairement. Donc on est à l'étape pré-CRM, déjà récupérer les données de ces gens-là. Et puis après, on a un autre sujet qui est, on se développe beaucoup, on fait un gros travail d'image avec une agence qui s'appelle Yard et qui a eu beaucoup d'impact sur tout ce qu'on fait, qui a fait qu'on a aujourd'hui pas mal de followers sur les réseaux sociaux, 500 000, alors sans doute beaucoup moins que Decathlon et que beaucoup de marques, mais c'est beaucoup pour une jeune marque comme nous, avec des gros taux d'engagement. Et comment on récupère de la donnée sur ces gens-là aussi, c'est un gros enjeu pour nous. Donc on est au tout début de ce sujet-là. On a des sujets aussi autour du merchandising, récupération de la donnée dans les boutiques physiques. Mais on est très jeune, mais on est vraiment... Il y a peu de propriétés sportives qui peuvent dire je fais 200 000 spectateurs dans l'année et je ne les connais pas. Même dans les concerts, ils les connaissent. Donc on a un énorme sujet là-dessus de connaissance client et on commence à mettre les outils en place, mais on est au tout début. On est très très loin de Decathlon, évidemment. Merci beaucoup. Une question pour vous, Julie. À l'échelle de Decathlon, qui, on le sait, est une marque internationale établie dans plus de 50 pays, avec plus de 1700 boutiques, est-ce que maximiser les synergies entre tous ces leviers CRM, c'est un challenge ? C'est toujours un challenge, hein, quelle que soit la maturité de l'entreprise, du projet, on peut toujours aller plus loin pour maximiser. Nous, on va avoir un enjeu autour de la diversité des canaux, vraiment de par l'échelle internationale. Les clients n'ont pas les mêmes attentes pour converser avec les marques en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique. Donc on va devoir pouvoir utiliser les canaux propres à chaque
à chaque environnement. Mais on va aussi avoir des challenges en commun. Donc, par exemple, l'identification client. Ça va vraiment être quelque chose sur lequel on va passer du temps, de l'énergie, parce qu'en fait, c'est la clé pour développer une relation personnalisée derrière. Un client, il a envie qu'on lui parle pas de sport en général, il veut qu'on lui parle de son sport. Et donc, c'est quelque chose pour nous d'important. Et pour ça, il faut connaître le client. Et pour qu'il se connaisse, il faut pouvoir l'identifier. Et donc justement, sur ce sujet d'identification, comment on fait plus précisément en tant que marque de sport pour réussir à influencer cette identification ? Alors, il y a un petit indice sur l'écran derrière moi. C'est le programme fidélité qui va énormément nous aider pour l'identification. On a développé un programme fidélité qui se veut à la fois unique, généreux et rassembleur. On parlait d'inclusivité dans la fidélisation, dans la présentation juste avant. Et il y a une vraie volonté de créer un programme qui récompense le client, pas seulement pour le transactionnel, pas seulement pour l'achat, mais également pour le fait de contribuer en donnant un avis client, pour le fait de faire une séance de sport, ça va être enregistré et permettre de gagner des points cadeaux, des points de récompense, et également de faire une action avec nos offres circulaires. Donc, par exemple, le fait d'acheter un produit d'occasion au lieu de l'acheter neuf, de ramener un produit en magasin qu'on va lui racheter, ou au lieu d'acheter un vélo, par exemple, d'opter pour la location longue durée. Donc, il y a une vraie vocation avec ce programme de créer une relation forte et engageante avec nos clients, au-delà juste de l'acte d'achat. Merci beaucoup. Si on reste sur cette thématique du programme de fidélité, une question sur l'orchestration. On dit souvent en marketing que le programme de fidélité, c'est l'étage supérieur de la fusée qui est basé sur un programme CRM global. Comment est-ce que vous orchestrez les messages CRM qui sont liés à ce programme de fidélité et comment est-ce que l'orchestration est cohérente avec tous les autres messages hors programme ? Alors, on va avoir des messages CRM dédiés pour les grands moments du programme fidélité pour le client, donc quand il s'inscrit, quand il débloque une récompense qu'il va pouvoir convertir pour faire une séance de sport, pour avoir un bon cadeau, par exemple. Mais on va aussi de plus en plus l'intégrer en fil rouge dans les messages commerciaux, c'est-à-dire de plus avoir d'un côté les messages qui parlent des produits, des nouveautés, des promotions, et de l'autre côté nos messages liés au programme fidélité, mais d'intégrer les deux. Et ça permet en fait de répondre aux enjeux de pression commerciale qui sont de trouver le bon rythme pour lequel contacter les clients et pouvoir préserver la relation le plus longtemps possible. Et vous, Julien, du coup, quelle est votre vision au Paris Basket sur les programmes de fidélité ? On sait on a souvent tendance à penser que c'est l'apanage des marques qui proposent des produits, des services, mais on est assez loin de l'imaginer dans l'entertainment. Est-ce que vous comptez, vous, en lancer un, peut-être ? Ouais, on est en train de travailler dessus. Il n'y a pas énormément d'exemples de grands succès de programmes de fidélité dans le sport, enfin dans des clubs de sport. J'ai eu la chance d'en lancer un au Paris Saint-Germain qui s'appelait My Paris, qui ne s'est pas hyper bien passé. On a pensé qu'on allait faire un programme de fidélité payant avec une welcome box à 20 € et en fait, ça n'intéressait absolument personne. Les programmes de fidélité qui marchent souvent dans le sport, il y en a par exemple à l'Olympique de Marseille, ils sont liés à des priorités billetterie. Donc c'est souvent le fait qu'on n'arrive pas à acheter des billets pour un endroit, on se dit ok, en rejoignant le programme de fidélité, je vais avoir une priorité d'achat sur la billetterie. C'est le modèle aussi qui est utilisé en Angleterre. Si vous, pour acheter des places au stade d'Arsenal par exemple, vous devez être absolument membre des Gunners. Il y a membres évidemment avec différents statuts. Donc il faut être gold et donc il faut lâcher à peu près 1 000 € par an pour pouvoir acheter une place. Donc ça pour moi c'est le modèle ultime du programme de fidélité, c'est-à-dire des gens qui payent simplement pour pouvoir acheter des produits. Donc nous on est encore évidemment loin de ça. Ce qui est important c'est on est une marque, évidemment on est un business, je l'ai dit au début, mais on est aussi une marque de sport et d'émotion. Donc il faut absolument qu'on trouve un modèle qui reward bien plus que le transactionnel. Mon meilleur client ne peut pas être que la personne qui dépense le plus, un peu comme ce qu'on disait chez Decathlon. Et donc on s'intéresse beaucoup aux modèles qui permettent de rewarder les likes sur les réseaux, les commentaires, l'engagement, le fait d'arriver tôt dans la salle, etc. Autant que le transactionnel.
parce que c'est ces gens-là qu'on veut absolument mettre en avant. Et on pense que c'est une des clés de nos développements, mais on est un peu revenu sur l'idée d'un programme de fidélité payant que beaucoup de clubs ont essayé, pour plutôt essayer d'engager tous nos fans, followers, dans quelque chose de pas payant, mais de plus intéressant pour eux. Eh bien, merci, on a hâte de voir la suite. C'est super intéressant ce que vous racontez, parce que ça fait écho à ce que Grégoire racontait il y a 10 minutes, je trouve, sur le fait que le programme ne peut pas être exclusivement transactionnel. Ça s'essouffle. Et donc, si on se parle de fidélité, on se parle d'engagement. Qu'est-ce que c'est l'engagement? Alors, peut-être d'abord avec Julie. Un client engagé, c'est quoi? C'est un client alors qui achète vos produits, évidemment. Et est-ce que c'est aussi un client qui fait du sport? C'est un client qui s'abonne? C'est un client qui se fait coacher? Il ressemble à quoi, le client engagé? Le client engagé, c'est le client qui fait du sport, évidemment. C'est le client qui fait du sport. Nous, notre mission en tant qu'équipier chez Decathlon, c'est Move People Through the Wonders of Sport. Excusez-moi pour l'anglais, je crois qu'on n'a pas trouvé de manière de l'exprimer aussi bien en français. Vraiment, l'idée, c'est de vendre des produits aux clients, de leur proposer des expériences qu'ils emportent avec eux, pas qu'ils aient des objets qui restent dans le placard. Donc, on va vraiment considérer l'engagement de manière large et, par exemple, considérer qu'un client qui utilise l'application Decathlon Coach pour faire son fitness est un client engagé. Le client qui part faire une randonnée avec Decathlon Outdoor, c'est un client engagé également. Et toutes les autres manières qu'il peut y avoir d'interagir avec la marque. Et on sait qu'un client qui est engagé dans sa pratique sportive, quelle qu'elle soit, il finira par revenir. Merci beaucoup. Et alors, même question pour vous, Julien. Le client engagé, donc on a bien compris que ce n'est pas uniquement celui qui achète tous les tickets disponibles à la billetterie. À l'autre extrême du spectre, il y a probablement celui qui va regarder tous vos matchs. Mais c'est quoi la gradation de l'engagement? À quoi ça va ressembler pour vous? Le plus engagé, c'est notre abonné. Donc les abonnés, c'est ceux qui prennent un season pass, qui viennent à tous les matchs. La saison dernière, on a joué 43 matchs à domicile. Donc c'est le double de ce qui se joue dans le foot ou dans le rugby. On commence la saison à domicile demain. On joue 5 matchs en 10 jours. Donc s'abonner, c'est un vrai engagement. Il faut venir à la salle de basket tous les 2 jours, quoi. Ce qui est plus que de l'engagement. Et on a à côté de ça des gens qui ne viendront jamais, des gens qui n'achèteront pas de produits dérivés et qui like ce qu'on fait sur les réseaux, qui nous suivent. On a aussi développé un gros univers autour des VIP, que ce soit avec des rappeurs. On a un sponsor qui s'appelle Mister V, un actionnaire qui s'appelle Omar Sy. Donc on essaie de leverager un peu ces gens-là. Mais on veut vraiment essayer de trouver cette gradation. Honnêtement, aujourd'hui, on ne l'a pas. On avait des échanges avant, on en a parlé. On a un peu ce côté... en haut de la pyramide, il y a l'abonné. Donc lui, il vient à 43 matchs et il dépense beaucoup d'argent chez nous. Et a priori, il achète le maillot tous les ans. Et à côté de ça, il y a quelqu'un qui nous suit sur les réseaux, qui regarde nos matchs à la télé, qu'on a du mal à identifier. Donc on travaille avec les diffuseurs pour mettre des QR codes pendant les matchs, qui renvoient sur des jeux concours, des choses comme ça, des mécaniques assez simples. Mais on essaie vraiment de trouver ce qu'il y a au milieu de ça, et c'est vraiment pas facile. Ce dont on est sûr, c'est qu'il faut vraiment qu'on se méfie du... Encore une fois, celui qui dépense le plus serait notre meilleur client. Parce que ça, c'est un gros écueil. Et personne ne pense qu'il est client du Paris Basketball. Tout le monde se dit fan du Paris Basketball, en fait. Déjà, le fait de parler de CRM, pour moi ici, ça pourrait presque être utilisé en disant, vous voyez, finalement, on n'est que des clients. Donc, il y a tout un traitement autour de ça. Nous, on parle plutôt de FRM que de CRM. Et on travaille sur ce sujet, mais on a beaucoup de boulot, ouais. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, on a balayé un panel assez large de sujets du CRM, mais ce qu'on a envie de savoir, je crois que c'est quelle est la suite. Julie, peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, chez Decathlon, de quoi vous rêvez pour votre CRM, disons, dans 2 ans? Déjà, je voudrais dire, j'adore la notion de FRN, Fan Relationship Management, super intéressant. Vraiment, ce dont je rêve, c'est d'une collaboration cross-fonctionnelle dans l'entreprise, de vraiment avoir nos coéquipiers dans
dans les magasins, dans le online, dans le e-commerce, à l'échelle de toute l'entreprise, qui s'empare des sujets de l'identification client, du consentement, de la connaissance client, tout ce qui vient nourrir notre CRM et permettre de le maximiser. Je crois vraiment que le CRM n'est pas un sujet seulement des équipes marketing ou seulement des équipes tech, mais que c'est vraiment un sujet de toute l'entreprise. Et on a la chance chez Decathlon d'avoir une culture d'entreprise très foisonnante, enthousiaste, tournée vers l'action. Donc voilà, je rêverais de voir cette énergie encore plus canalisée sur ces sujets-là. Et vous, Julien, bien sûr, votre avis m'intéresse. Nous, comme je l'ai dit au départ, on doit développer nos revenus. On survivra si on développe nos revenus. Donc je travaille main dans la main avec mon camarade Jérôme de Chonac, ici présent, directeur des revenus. Un des moyens de développer les revenus, on a parlé de la billetterie, du merchandising. Il y en a un autre, c'est le sponsoring. Aujourd'hui, aller voir nos sponsors en leur disant qu'on n'est pas très bien diffusé à la télé et qu'on n'a pas trop de base de données, ça ne nous aide pas beaucoup à les faire s'engager avec nous. Mais on pense qu'on a une marque forte, urbaine, jeune, qui plaît aux jeunes Parisiens. Et je voudrais créer une base de données qui reflète ça. Et on s'est souvent dit avec Jérôme qu'on voudrait avoir une base de données de gens qui ne sont pas forcément des acheteurs billetterie, des acheteurs merch ou autres, mais plutôt de jeunes Parisiens qui s'intéressent à ce monde un peu hip-hop, basket, etc., de manière à aller voir des marques et leur dire on est un canal privilégié pour toucher ces gens-là. Évidemment, toutes les marques, a priori, beaucoup de marques, les assurances, les marques de téléphone, voudraient toucher ces jeunes de 18 ans qui vont rentrer dans la vie active et qui vont devenir des clients à vie. Et on voudrait être ce canal-là et dire regardez, nous on en a 1 million, ils nous adorent. Et c'est ce qu'on essaie de faire en travaillant avec des gens comme, je le redis, Mister V et ses pizzas, Pizza Della Mama. On pense qu'on renforce cette image et que c'est ce qui va nous aider un jour à aller voir peut-être Spotify et dire bah voilà, pour que les gens vous choisissent plutôt que de choisir Deezer, il faut passer par nous en fait maintenant. Donc c'est ça qu'on essaie de développer. Donc on est assez loin du côté client, encore une fois, mais on est vraiment sur une base de données de jeunes enthousiastes urbains. Ok, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette table ronde. Merci beaucoup à tous les deux. Peut-être avant de passer à la session de Q&A, il me semble que Julien, vous aviez une dernière chose à nous partager, à partager à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent à distance. Tout à fait. Comme j'ai l'impression que 98% de l'audience n'est jamais venue au Paris Basketball, je fais un calcul rapide. On voulait vous proposer de gagner 2 places pour le match de dimanche. Dimanche, on joue contre Monaco. Donc Monaco, c'est la finale de la saison dernière et de celle d'avant. Donc c'est la plus grosse affiche du championnat de France. C'est le vainqueur Paris Basketball contre le finaliste Monaco, avec un grand show, avec la présence de notre co-actionnaire Omar Sy, qui donnera le coup d'envoi. Donc je vous invite à participer, à scanner le QR code et à venir nous voir dimanche. Eh bien, merci beaucoup pour cette opportunité. On va laisser tout le monde s'inscrire. J'entends ça marche pas, ça m'inquiète. On a plein de données à récupérer là. Ouais, très bonne manière d'augmenter la base client. Comme on est au tout début, on essaye. Bon, pendant que les derniers d'entre vous tentent de gagner la place du plus beau match de l'année, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci à tous les deux, c'était très très intéressant. J'ai une question, Julien, c'était ça ? Par curiosité, vous avez pensé à des canaux type Twitch ou d'autres types de canaux de diffusion qui pourraient peut-être être en lien avec le type de entertainment ou même de spectateurs qui pourraient même être intéressés par visionner les matchs via ce type de réseau ? Tout à fait, on regarde beaucoup ce qui se fait, le GP Explorer, ce genre de choses. On est entré en discussion avec un streamer qui s'appelle Zach Nani, qui a un modèle intéressant. Il a racheté les droits de la Saudi Football League. Il diffuse les matchs et il les commente en même temps sur Twitch et sur YouTube. Donc on essaie de nous aussi faire ça. Le problème, c'est qu'en fait, on n'est pas détenteur de nos droits. C'est en France, la Ligue, et en Europe, l'Euroleague qui détiennent nos droits. Donc c'est en fait eux qui vendent les droits à un diffuseur et pas nous. Mais on essaie de pousser dans ce sens-là parce qu'on pense que ça va totalement dans l'histoire qu'on raconte et dans l'histoire de la jeunesse.
Moi, j'adorerais, plutôt qu'être sur un diffuseur un peu traditionnel, payant, je préférerais être sur Twitch en gratuit avec des streamers. Ça serait beaucoup plus dans notre ADN, mais c'est un peu compliqué. Du coup, moi aussi, j'avais une question. Bonjour, pour Julien. J'ai vu passer dans pas mal d'infos que d'ici 2027, il y a la NBA qui voudrait faire une ligue européenne. Du coup, j'ai une double question. Quel est déjà on va dire vos défis sur ce point-là pour devenir une vraie franchise en quelque sorte? Et deuxième chose, quel enjeu représente par exemple l'arrivée d'un Paris Saint-Germain qui est une marque au-delà du football sur le handball et maintenant sur le judo et qui souhaiterait participer justement à cette potentielle NBA européenne? C'est intéressant parce que c'est un sujet très chaud actuellement, dont on parle beaucoup dans les médias. Et ce matin, il y avait beaucoup d'interviews de nos joueurs et je leur ai dit, si quelqu'un te parle de la NBA, tu dis que tu n'as pas compris. Parce que je voulais pas qu'ils disent des choses qu'on regretterait après. Non, ce que je peux dire là-dessus, c'est en fait, on ne sait pas plus de choses que ce que vous lisez. Donc on entend qu'il y a des bruits sur la NBA. Nous, on a un truc dont on est sûr, c'est qu'on pense on pense que s'il y a une expérience NBA en Europe, c'est chez nous. Pour avoir été dans pas mal de stades en France, de basket en France et même en Europe, en Grèce, etc. Il y a des stades où il y a des très grandes ambiances, mais on a un truc qui est très NBA. Les gens qui viennent nous le disent. Ils disent, OK, wow, j'ai compris ce que vous faites, c'est à l'américaine, c'est la NBA, donc on essaye de défendre ça. Après, on n'a aucune info sur le Paris Saint-Germain, sur l'avenir, je ne sais pas s'ils vont y aller. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a une ligue NBA, on a envie d'y être parce qu'on veut toujours être dans la meilleure ligue possible, mais on n'a pas plus d'infos que ça, quoi. Merci infiniment. Je vais me permettre de prendre juste une question de... Merde. Pardon, merci. Ta fille est super jolie, mais je n'ai pas la question du coup. Une question des gens à distance. Merci. Il y en a plein. Alors, je vais en choisir une un peu au hasard, mais que je trouve très intéressante. Comment est gérée la pression commerciale chez Decathlon ? Alors, pression commerciale, vaste sujet, et on peut bien sûr toujours s'améliorer. On va avoir un mélange de messages. On va parler à la fois des opérations commerciales qui vont se passer, des promotions qu'on peut proposer aux clients en fonction du moment de l'année, pour la rentrée des classes, pour les promotions Black Friday, pour les promotions de Noël. À ça va venir se superposer toutes les automatisations qu'on va avoir. Par exemple, un client qui abandonne son panier, par exemple, va recevoir un rappel. Les automatisations liées à son solde de points, etc. Voilà. Et en plus de ça, on va lui faire des recommandations liées à son sport. Donc, il va pouvoir recevoir des conseils sportifs adaptés à son niveau quand on peut. Donc, ça fait tout un tas de messages qui sont pertinents pour un client à un moment donné. Donc, on va mettre des limites au nombre de messages qu'ils peuvent recevoir. Donc, c'est jamais plus d'un message par jour. Et on va également limiter le nombre de messages par semaine que le client reçoit. Merci infiniment. Et une dernière question dans la salle. Merci. C'est un peu lié, donc c'est pour Decathlon également. Vous avez montré tout à l'heure comment vous insériez directement les données liées au programme de feed au sein des communications commerciales. D'un point de vue organisationnel, comment ça fonctionne? C'est la même équipe qui gère tout ça? Historiquement, ce sont des équipes séparées, le CRM et la fidélisation, mais les équipes se rapprochent de plus en plus et travaillent main dans la main. C'est ce qui permet de faire ce dont on a parlé, d'avoir dans nos communications commerciales des informations liées au programme de fidélité. On pense vraiment qu'en termes de cycle de vie client, ce sont deux revers d'une même médaille, en fait, le programme de fidélité et le CRM, et les deux doivent vraiment fonctionner main dans la main. Je crois qu'il est temps qu'on s'arrête. Merci infiniment Julie, merci beaucoup Julien, merci Lorelai. Merci. Merci beaucoup.